Pourquoi n'avoir toujours pas reçu les organisations syndicales majoritaires opposées à la réforme du collège? Elles ont été reçues, les organisations syndicales, toutes. Elles ont d'ailleurs toutes participé à l'écriture de la réforme du collège. Si certaines d'entre elles ont choisi de claquer la porte au dernier moment, une fois que toute la réforme était écrite, et d'être dans l'opposition absolue à cette réforme, c'est leur choix. Mais la réforme a été adoptée, elle est passée, elle sera appliquée. Elle sera appliquée en l'état? En l'état, bien sûr, à la rentrée prochaine. Elle suscite toujours beaucoup de crispation, cette réforme. Ça dépend des établissements, honnêtement. Je pense qu'elle suscite des crispations dans les débats publics, souvent d'ailleurs parce que ceux qui prennent la parole à son sujet ne savent pas ce qu'il y a dedans. Justement, regardez cette autre question. Comment va se passer la rentrée de septembre 2016 puisque les profs rejettent votre réforme? Non, les profs ne rejettent pas ma réforme. D'abord, c'est pas ma réforme, pardon. C'est la réforme du système éducatif qui était indispensable. Les professeurs, d'ailleurs, plutôt que les profs, les professeurs ont parfaitement conscience que le collège était le maillon faible de notre système scolaire. Les professeurs sont les mieux placés pour savoir que le déterminisme social qui conduit les élèves à avoir un destin scolaire tout tracé dès qu'ils entrent à l'entrée du collège et qui est même conforté par le déroulement de leur scolarité dans le collège, c'est un problème. Et donc les professeurs savaient qu'il fallait modifier les choses. Et les modifications que nous avons apportées, c'est vrai qu'elles sont nombreuses, mais c'est un peu comme s'agissant de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré. C'est sûr que ça bouscule beaucoup d'habitudes et d'organisation quand vous demandez à la fois qu'on travaille sur de nouveaux programmes, avec un nouveau type d'évaluation, avec un nouveau brevet à la fin du collège. Et qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? rassurer? De nouvelles pratiques pédagogiques, je leur dis que c'est dans l'intérêt des élèves. C'est dans l'intérêt des élèves. Donc faites un effort, c'est ça que vous leur dites? Que je leur dis surtout à ceux qui continuent à s'y opposer, que l'immense majorité de vos collègues comprennent bien cette réforme. Pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ils l'ont expérimenté avant même qu'on l'adopte et en voient les effets positifs. Et il y a beaucoup de questions donc, ce soir entre collègues. Il y a beaucoup de questions ce soir sur cette réforme des collèges. Encore une, issue de milieux modestes, je suis devenue enseignante pour rendre ce que j'avais reçu et cela n'est plus possible avec une réforme démago. Ouais, la démagogie, c'est pas trop mon truc, franchement. Vraiment, si je cherchais la démagogie ou la facilité, si vous voulez, je ne me lancerais pas dans des réformes compliquées, complexes, d'un système scolaire complexe, dans lequel, encore une fois, il y a beaucoup de situations installées qu'il faut parfois déverrouiller. Et donc, forcément, quand on déverrouille les systèmes, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais la seule chose qui doit importer, une fois de plus, c'est les résultats. Et il y aura un accompagnement de la mise en œuvre de cette réforme pour que les choses se passent bien? Oui. Absolument. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce qu'il y a eu une formation tout au long de l'année, comme vous le savez, des enseignants pour préparer cette réforme. Mais aussi en fin d'année, avec le chef d'établissement, dans chaque collège, il y aura des moments de bonne préparation de la rentrée à venir. Les 3/4 des enseignants de collège sont opposés à la réforme que vous imposez. Pourquoi ne pas en discuter à nouveau avec eux? Mais moi, les sondages qui interrogent les gens sur des questions fausses, erronées, du style on va mettre fin au latin dans les collèges, qu'en pensez-vous? Oui, moi aussi je répondrais évidemment c'est horrible, c'est une catastrophe. Donc ces sondages-là ne m'intéressent pas. Donc moi je ne m'intéresse qu'aux faits avérés, objectifs. Regardez, je vous en prends, pardon, je sais que je suis trop longue, mais je vous en prends 2 exemples. Le débat a été complètement pollué pendant quasiment 1 an sur la question de l'allemand. Au secours, on va réduire le nombre d'apprenants de l'allemand, etc. Vous savez qu'à la rentrée prochaine, il va y avoir 20% d'apprenants d'allemand en plus dans ce pays. Le débat a été pollué par le latin qui, soi-disant, disparaîtrait. Savez-vous qu'à la rentrée prochaine, nous aurons 5000 collèges qui feront du latin, mais au sein de ces collèges, beaucoup plus d'élèves, puisque désormais, c'est ouvert non pas de façon optionnelle à une minorité d'élèves, mais à tous les élèves. Donc moi, j'attends chacun de ces observateurs et de ces détracteurs. À la fin, il y en a encore à la fin de la soirée, j'ai envie de dire, quand on compte ce qui reste et qu'on constate ensemble que cette réforme, elle aura été utile non seulement du point de vue du changement des pratiques pédagogiques, mais même de la démocratisation de l'accès au savoir. Comment osez-vous employer les termes de renforcer les fondamentaux alors qu'il s'agit de faire des économies sur le dos des profs et des élèves? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Vous voyez ça, par exemple, typiquement, c'est le genre de phrase inutile. Ça veut dire quoi, faire des économies? Comment on peut faire des économies quand on met 4000 postes de plus sur le collège à l'occasion de cette réforme? Est-ce que ces questions, au fond, qui défilent, elles ne traduisent pas une forme peut-être d'incompréhension, de colère vis-à-vis de la ministre de l'Éducation nationale? Elles traduisent un brouillage complet
du débat public autour de l'école. Mais c'est fascinant, fascinant. Caroline Roux, j'en ai tellement d'exemples. Je veux dire, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps encore, on prétendait que j'avais réformé l'orthographe française, ce qui est faux. Hein. Et quand vous regardiez les enquêtes, puisque vous aimez les enquêtes, qui vous disent ce dont les familles françaises ont le plus parlé à table pendant toute une semaine, on voyait ce sujet apparaître en tout premier, et genre, évidemment, 95% des gens étaient opposés à la réforme de l'orthographe, qui n'a jamais eu lieu. Donc, si vous voulez, un brouillage total, fait de contre-vérités jamais démenties. Alors, juste un mot et j'arrête là. Ce qui m'a fait beaucoup de bien la semaine dernière, quand j'ai organisé ces 2 journées de point d'étape refondation de l'école, c'est que j'ai invité mes homologues ministres de l'Éducation nationale portugais et, vous ont dit que c'était la même suédois. chose. Et dans la discussion, j'ai compris que c'était pareil chez eux. Non. Ah, ça m'a aidé à relativiser. On n'en a pas parlé, mais ça arrive bientôt. Le bac, quel est votre objectif chiffré? J'ai pas d'objectif chiffré, moi je veux que... non, pas du tout. Je veux... non, mais un de vos prédécesseurs un jour avait dit il faut 80% de... Mais on les a dépassés en fait. Oui, je sais, on est à 85, c'est ça à peu près. Voilà, et du coup certains s'en plaignent. C'est amusant ça aussi, ça fait partie de ces débats publics récurrents. C'est terrible, on donne le bac à tout le monde, c'est voilà, on l'a dans une pochette surprise, c'est pas normal qu'il y en ait 85%. Mais au fond, vous avez un fils ou une fille, peut-être Caroline Roux, vous n'avez pas envie qu'elle ait ou qu'il ait son bac? Bon, et ben c'est comme ça. Donc pas d'objectif chiffré. Non, ben c'est comme ça dans toutes les familles de France. On a tous envie que nos enfants aient le bac. Donc ceux qui trouvent qu'on devrait le donner qu'à 30% des élèves, qu'ils commencent par leurs enfants. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. Et à votre place, la semaine prochaine, ce sera Florian Philippot. Belle soirée sur France 5. Merci.